Bonjour Tony. Voilà, donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était vu sur la Grande Place d'ailleurs. Exact. J'ai fait cette vidéo sous la pluie, pas plutôt mal matin. Ouais. Donc ça fait déjà quelques mois. Depuis, ton livre est sorti. Depuis mon livre est sorti, oui. Voilà, tu peux nous montrer éventuellement. Voilà, ici. Très bien. Alors maintenant que ce pavé qui va faire date est sorti, Attention de ne pas le prendre sur le pied. voilà. Donc c'est quand même un peu lourd, un peu épais. C'est Ouais, une œuvre de référence, on va dire. Il est très pépé. Oui. Alors, ce qui serait bien, ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses une belle synthèse de tout le processus opératif, enfin tout le déroulé sur la Grande Place, mais dans la vision alchimique, opérative, quitte après, si on a le temps, à nous parler, à nous refaire ce processus selon une alchimie interne ou un travail thérapeutique. Mais déjà, pour l'apprenti alchimiste que nous sommes, que je suis, quelles sont les indications qu'on peut tirer de ce déroulé de la Grande Place? Voilà, tu as fait tout un travail là-dessus, la preuve, ce bouquin. Et là, ça serait bien d'avoir une petite synthèse ou une grande qui nous montre dans un seul mouvement tout ce pèlerinage sur la Grande Place. Donc, la Grande Place, un joyau évidemment connu dans le monde entier. Universel, oui. On arrive sur cette Grande Place, donc il y a tout le processus. Bon, on sait qu'il y a tout un travail préparatoire. Ça, tu vas nous le résumer. Mais on arrive sur cette Grande Place, donc on démarre. Il me semble que quand tu fais tes visites de la Grande Place, on l'a vu dans le film d'ailleurs, on se donne rendez-vous devant le portail de l'hôtel de ville. Donc, nous sommes aujourd'hui devant le portail de l'hôtel de ville. Et je te laisse parler et de nous faire cette belle, je précise, une belle synthèse qui donne envie d'y aller, d'y retourner, et d'allumer le four, et mettre le creuset au feu sur la bouse de vache qu'on a acheté juste avant de venir. À toi Tony. Eh bien, d'être devant ce portail, c'est la fin du processus. Il suffit d'observer ce portail, c'est gagné, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est un peu court quand même. Mais bon, c'est court mais bon. Alors, bien sûr, on ne va pas en rester là. Pour mieux apprécier le début de l'œuvre, c'est déjà d'être conscient qu'on n'est pas loin du but. Alors, il y a une indication déroutante. Lorsqu'on est en face de ce portail, eh bien, il y a la flèche qui porte le Saint-Michel là-haut, qui est décalée par rapport au portail, par rapport à l'arc du portail de l'hôtel de ville. Il y a comme un décalage. Or, on verra que quand nous arrivons là, c'est la fin du grand œuvre. Donc, la fin du grand œuvre laisse l'être décalé par rapport à l'ordre de ce monde plongé dans l'espace-temps. Donc, c'est un décalage qui nous sort. Donc, ce décalage n'est possible qu'en tant qu'être humain. En tant qu'ange, archange, être divin, grand initié, grand alchimiste, etc., etc., on est aligné sur la lumière. Mais la réalisation, c'est d'être décalé. C'est-à-dire, on est face à un insoluble. Et tant qu'il restera un être à, allez, c'est très prétentieux de dire comme ça, mais à sauver, à lui montrer l'enseignement de première main, eh bien, nous serons décalés. Car nous avons à être calés sans péché que lorsque nous avons réalisé le grand œuvre. Auparavant, eh bien, nous sommes forcément décalés et c'est ça qui nous sauve en quelque sorte. Donc d'être devant le portail, c'est être devant l'aboutissement du grand œuvre, mais voilà, il faut jouer le jeu et on verra tout à l'heure par exemple avec l'âne qui voudrait court-circuiter toute la Grande Place pour aller manger des roses de l'autre côté de la Grande Place. Voilà, c'est comme si à l'intérieur de nous, quand on enclenche un processus, en vérité, on a déjà la fin. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui n'appartient pas au temps qui doit passer. Donc, il y a quelque chose qui est là direct. Mais, paradoxalement, et puis en même temps, eh bien, on va être patient, on va être complètement inscrit dans l'espace-temps pour vivre un déroulé progressif, ne serait-ce que pour le partager avec des frères et des sœurs en souffrance. Donc voilà, nous sommes devant le portail, c'est le lieu le plus facile pour se donner rendez-vous le matin, très tôt, et on est devant
une énigme gigantesque. Je ne sais pas il y a combien de statues dans cet hôtel de ville, donc on ne peut pas tout décrypter comme ça. Il y a même une statue secrète, on en parlera. Mais voilà, nous sommes devant ce portail, on fait quoi? On n'est pas suffisamment instruit pour comprendre ce qui se passe. On est désemparé, d'autant plus qu'il y a ce décalage. On se dit, mais ils se sont trompés. L'architecte s'est trompé. On verra qu'il y a une indication très importante par rapport à ce décalage, un peu comme la tour de Pise qui est décalée. La tour de Pise nous explique le troisième œuvre et les trois multiplications. Les trois multiplications à Bruxelles sont liées à l'hôtel de ville. Donc là, il y a vraiment une indication que pour rendre la pierre philosophale transmutatoire, qui va transmuter, ça va avec un certain décalage, avec l'acceptation d'insoluble. Donc dès le départ. Dès le départ. Le départ, c'est cette acceptation de ce que tu appelles un insoluble. Absolument. Donc une fois qu'on l'a accepté, on démarre. On démarre, donc on est dans la prise de conscience d'une impuissance. Et là, tout naturellement, en tant que petit être humain, eh bien, on serait tenté de se dire, il va falloir que j'étudie, que je me perfectionne, que je m'élève, que j'élève mon âme. Et sous l'impulsion d'un esprit, d'un feu spirituel qui est à l'intérieur de chacun, il y a un trouble intérieur, voire un insoluble, et c'est ça qui nous pousse à élever l'âme. Et là, si on revient sur cette grande place, on aurait tendance à se dire, il faut que je m'élève. Alors on voit que la grande place, par exemple, elle n'est pas à l'horizontale, elle penche. Donc on aurait tendance à se dire, il faut que j'aille vers la hauteur de cette grande place. Et là, effectivement, nous avons le bâtiment où il y a 19 bustes qui représentent les 19 ducs de Brabant. Et on aurait tendance à aller vers ce bâtiment qui est très uniforme, avec des symboles. Et tout en haut, il y a le char de Minerve, qui nous indique qu'elle est la déesse de la guerre, un peu comme Bellone, la déesse de la guerre, mais aussi de la sagesse. C'est-à-dire qu'elle est en guerre, non pas une guerre extérieure, mais une guerre philosophique. Par rapport à l'espace-temps, par rapport à la prison, il faut avoir cette dynamique guerrière, mais de quelque chose d'intérieur. On ne touche pas un cheveu de son prochain. Là, on est à côté de la plaque, là. Alors, que nous indique cette figure? Elle nous indique la rue de la Colline, comme si elle nous disait, vous n'êtes pas prêts, sortez de là. Alors, cet aspect très élevé au fronton de ce bâtiment, moi je l'associerais, par rapport à l'atome, par exemple, dans un premier temps, à l'électron. L'électron qui, à l'origine, était à l'intérieur, qui est sorti. Voilà. Et c'est ce dieu électron qui nous indique, tu n'es pas prêt. Parce que sinon, ça remettrait en question son pouvoir. Et donc là, on sort par la rue de la Colline. Juste une petite remarque, dans cette rue de la Colline, il y a une boutique, la boutique de Tintin et Milou. Et sachant que Hergé, son auteur, eh bien, avait produit 22 albums, plus 2. C'est très étrange, on le verra tout à l'heure. Dans la première phase de l'œuvre, nous avons 22 arcanes, plus 2 manquants. Et voilà. Donc on se dirige vers la sortie de la Grande Place par la rue de la Colline. Et là, tu nous parles d'alchimie interne, d'une certaine manière. Donc là, c'est un peu le travail préparatoire avant d'attaquer, on va dire, l'alchimie opérative. C'est bien ça que tu veux montrer. C'est important ce que tu viens de dire. La question était quand même une synthèse au niveau alchimie opérative. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a un travail préparatoire et en nous incontournable si on veut faire de l'opérativité. D'accord. Voilà. Donc on ne se jette pas tout de suite dans le pratique. Voilà, donc on est rue de la Colline, on a vu Tintin, voilà. On a acheté un album. 2, 3, quelques gaufres. Ah oui, il y a des gaufres oui, dans le coin. Ouais, Et on arrive, place du marché, non? Place du marché aux herbes. Et là, nous voyons un personnage avec un chien, on en parlera tout à l'heure. Et puis derrière, on voit un cavalier sur un cheval, et puis derrière lui, on voit un personnage sur un âne. Et en fait, c'est la place d'Espagne, vers laquelle on se dirige. On va vers la place d'Espagne. On est appelé par ces figures, il y a quelque chose à voir. On passe devant cette place du marché aux herbes.
dont le centre est occupé par un bâtiment qui représente 4 piliers, avec toutes sortes de sculptures qui nous décrivent des constructions. Et derrière, on voit même l'église Marie-Madeleine. Oui, je précise que tout ça est très bien expliqué et longuement dans la vidéo, le circuit qu'on a vu ensemble. Ça c'est vrai, oui. Voilà, donc là tu résumes. Voilà, donc on voit... arriver sur la Grande Place. Voilà, on voit cette place du marché aux herbes et on se dirige vers la place d'Espagne. Et là on découvre devant nous un cavalier Rocinante, le cheval, donc la cheval, la cavale, la cabale, etc. Donc ça nous donne une indication, avec Don Quichotte dessus. Derrière lui, il y a un âne, avec Sancho Panza. Et quand on se retourne, on voit Béla Bartók, le musicien, avec un manteau, un paletot, et à l'intérieur, ça cache quelque chose. Mais lorsqu'on se dirige vers ce personnage, ce musicien hongrois, eh bien, derrière lui, on ne voit qu'une seule chose de la Grande Place, le Saint-Michel là-haut sur sa flèche. C'est tout ce qu'on a comme indication. On revient vers cette Grande Place. Voilà, on a une indication. Grâce à la tour. Oui, et puis quand on voit, par exemple, les deux personnages, pas Béla Bartók est retourné, il est dos à cette flèche. Par contre, les deux cavaliers, là, Don Quichotte et Sancho Panza, avec leur monture, alors eux, ils sont orientés Grand Place. Hein, ils sont orientés Grand Place, et en fait, il y a 6 personnages là-bas. Et là, on va plus loin que les simples triades, sel, soufre et mercure, qu'on connaît plus ou moins, enfin plus que moins d'ailleurs, en alchimie, c'est qu'il est question de 3 autres aspects qui nourrissent ces 3 principes. Et c'est symbolisé par le cheval pour Don Quichotte, l'âne pour, Sancho Panza, et pour Béla Bartók, c'est ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience d'une sextuplicité avant d'aller plus loin. Voilà. Et intérieurement et intellectuellement aussi. Oui, tout à fait. Et on voit par exemple ce symbole qui n'est pas simplement un symbole juif, le sceau de Salomon, l'étoile de David, etc. Mais c'est aussi la signification des 4 éléments, hein, le feu avec le triangle pointant en haut, l'eau, le triangle pointant en bas, ensuite l'air, c'est le triangle pointant en haut avec une barre, et la terre, c'est le triangle pointant en bas avec une barre. Donc on a là à la fois les 4 éléments et les 6 archétypes. En vérité, l'alchimie que je propose, voilà, elle est d'ordre archétypal. Et pas uniquement aller dans la lumière, la lumière, la lumière. La lumière ne veut pas être détrônée. C'est pour ça que Minerve nous chasse de la Grande Place, et elle ne veut pas. Mais finalement, elle nous rend service, parce qu'on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus englobant que la lumière et la ténèbre, cette dualité absolument mortelle. Donc, oui, l'alchimie est un processus pour échapper à la dualité. Voilà, ou pour intégrer l'espace-temps pour mieux s'en libérer. On ne peut pas se libérer d'une chose sur la Terre. Un travail sur la matière, avec une matière, mais pas avec n'importe quel état spirituel. Sinon, pas n'importe quelle matière. Oui, mais elle va être aussi en fonction de l'état de conscience de la personne. Si l'état de conscience de la personne, c'est la lumière, la lumière, la lumière, elle va faire de la physique quantique, elle va faire de la religion, elle va faire de la spiritualité, etc. Elle aura des matières en correspondance avec ses états de conscience. D'où ces prises de conscience durant ce processus, on va dire, extérieur à la, oui, voilà, à la Grande Place. Tout à fait, et qui va nous mener au Mannequin Peace, de la même manière que la structure de la grande pyramide de Khéops. On ne peut pas entrer si on n'a pas fait le tour, nous l'avons fait d'ailleurs il y a très longtemps, eh bien si on n'a pas fait le tour par le Sphinx, parce que le Sphinx nous ouvre, ne serait-ce qu'à travers son sternum en granit, derrière il y a un couloir qui mène dans les sous-sols de la grande pyramide de Khéops. Donc là, voilà, il y a une vision intérieure et extérieure, on les retrouve dans la Grande Place, je dirais de manière beaucoup plus riche qu'à Khéops. Hein? Ça tombe bien parce qu'on parle de la Grande Place. C'est extraordinaire, extraordinaire, non, on a fait fort, hein. On a fait fort. Alors, prise de conscience suivante. Prise de conscience suivante, donc on va vers la place du marché aux herbes, où nous avons un personnage qui est assis, enfin il représente le bourgmestre Charles Bulls. Et quand vous voyez sa tête, vous avez la tête du mat dans le tarot. C'est assez étrange, vous voyez ce mat, avec le menton comme ça, avec la barbichette,
il y a un chien qui le pousse aux fesses pour avancer, et vous voyez, et ça c'est l'histoire vraie, hein, comment il s'appelle, Charles Bulls avait toujours son chien avec lui. Alors c'était un franc-maçon, d'après ce que j'ai lu, mais c'est presque certain, et donc il y avait une vision globale de la Grand Place de Bruxelles. Donc c'est grâce à lui qu'elle a été bien, pas que lui, mais il y en avait aussi d'autres bien sûr, que cette Grand Place a pris une portée spirituelle au-delà des religions, parce que quand on visite la Grand Place à n'importe quel moment de l'année, vous avez toutes les nationalités qui sont sur cette Grand Place. Donc tout le monde est attiré par cette Grand Place, parce que justement elle est au-delà des religions. Donc quand on arrive devant Charles Bulls, eh bien là on fait la prise de conscience d'un maths. En plus il a un livre qui est posé sur son cœur, ça veut dire la connaissance, le livre, par le cœur. Donc c'est une sagesse, c'est la sagesse du cœur. Il y a même une phrase qui est écrite en latin, j'essaie de te la restituer, ça parle de démence, c'est-à-dire de ne pas être dans la connaissance habituelle. La démence est la véritable sagesse, à ne pas prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il nous indique par son regard la rue du marché aux herbes. Donc, nous descendons la rue du marché aux herbes. Alors, on pourrait voir cette rue marché aux herbes, ça évoque quand même le végétal. On pourrait comprendre que dans les démarches, on va dire, spirituelles authentiques, donc gnostiques pour moi, eh bien, il y ait quand même une réforme alimentaire. Et on voit les rues, la plupart des rues évoquent des aspects animaux. La rue des pots, la rue chair et pain, la rue des harengs, poissons, etc. Donc c'est un peu comme si les branches de ce tronc qui lui est végétal, eh bien les branches peuvent aller vers l'animal. Donc ce qui est primordial pour notre verticalité, c'est le végétal. D'ailleurs les animaux, enfin la chair que les gens mangent, qui ne sont pas végétariens, c'est de la chair animale d'animaux végétariens. Donc on va quand même rechercher le végétal. Le végétal a une tige verticale, comme nous, notre colonne vertébrale. Alors que les animaux ont une tige, enfin une horizontalité au niveau de la colonne. Donc, voilà. Donc tu vois ce côté alimentaire, végétal, d'un point de vue concret. Oui. Maintenant, l'herbe, etc., ça peut évoquer tous les aspects végétatifs du grand œuvre dans lequel, nourri de Spiritus Mundi, l'œuvre est comme un jardin hermétique, sur lequel des plantes vont pousser des fleurs. Donc la fleur hermétique, la rose, dont on a parlé tout à l'heure. Ou la marguerite. La marguerite, par exemple, en grec, veut dire pierre précieuse. Va pour Marguerite. Va pour Marguerite, ouais. Hein? Donc l'étape suivante... Alors on descend cette rue du marché aux herbes, et nous arrivons à un moment donné à un petit passage, le passage Saint-Nicolas, et même au niveau des... Je crois qu'il y a la marque Duvel, voilà, et bien même en numérologie ça représente quelque chose. Une bière excellente. Une bière excellente, oui, oui. Et ce petit passage, l'entrée est formée de 11 pierres à droite, 11 pierres à gauche, et nous retrouvons aussi une 23e pierre qui est symbolisée par un joker, par un mat, là aussi. Alors ce passage nous emmène dans un petit réduit, là, qui a servi pendant des années de pissotière. Alors c'est pas inintéressant de faire le parallèle avec le sel armoniaque. Voilà. Et nous arrivons à deux portes, une qui mène à une galerie marchande, donc le modernisme, l'avenir, et l'autre c'est le nom d'un restaurant au bon vieux temps, donc le passé. Et on a calculé aussi les différentes pierres qui composent ces deux portes. C'est assez troublant au niveau numérologique. Voilà. C'est un peu pour prendre conscience que dans cette galerie, l'avenir, on pourrait dire que c'est l'infiniment petit. Et le passé, c'est l'infiniment grand. Deux cul-de-sac. Pourquoi ces deux cul-de-sac? Parce que c'est infini, ça ne s'arrête pas. Alors comment l'être va pouvoir se libérer de ces deux infinis? En intégrant sa finitude, son fini. C'est toujours le mat. Le mat nous y emmène. Donc on est toujours dans la dynamique du mat, là. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ça continuera dans la Grand Place. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est lui qui nous bouge. D'ailleurs, c'est le seul arcane du tarot où tu vois un personnage qui va de l'avant, qui est poussé au cul par le chien, là, le chien, la canicule, le feu. Donc le chien de Charles Bulls.
je suppose. Oui, bien sûr. Ça montre quelqu'un d'humain qui étudie Charles Bulls. Donc c'est l'humain qui va se libérer des deux infinis. Donc comment? Par l'acceptation de son état prisonnier, de son état fini. D'où l'impasse. Voilà. Et c'est bravo, bravo. Donc on retrouve cette idée d'impasse, de quelque chose qui n'est pas dans une ligne d'avenir, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'au-delà, l'ici-bas, etc. Il est vraiment coincé entre les deux. Dans cette dialectique de ces deux polarités, il est coincé. Étant coincé, c'est par ça qu'il se libère. Or, tous les enseignements religieux avec des teintures alchimiques, spirituelles, etc., quantiques et compagnie, ils veulent nous emmener dans l'infini. Donc, on cherche à être ce qu'on n'est pas. On veut quitter ce qu'on est pour être ce qu'on n'est pas. Donc, et ça, c'est la prison. Donc, on sort de cette prison et de cette impasse. On revient sur nos pas. Non, 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 pas encore. De là, on constate à un croisement qu'il y a la rue Tabora, donc le mont Tabor. Non, je voulais dire qu'on sort de l'impasse. Oui, l'impasse Saint-Nicolas, pardon. Oui, tout à fait. On sort de l'impasse. Ayant pris conscience de cette prison. Absolument. De ces deux infinis. La prison, ce sont les deux infinis. C'est extraordinaire. Donc c'est le fini qui n'est. C'est la prison du fini qui nous libère. C'est en prison que nous ressentons. J'ai jamais été en prison, mais si on prend conscience de la prison du corps, la prison de l'espace-temps, etc., c'est nos limites qui nous permettent de nous libérer de l'illimité. L'illimité est le piège suprême. L'illimité dans la physique quantique, l'infiniment petit, l'au-delà, la lumière. L'illimité de l'infiniment grand, l'ici-bas, la ténèbre. Il faut allumer au fond de ces deux polarités un feu. Et c'est le mat qui nous le permet. Le mat, en alchimie gnostique, est en 21, numérologiquement. Et en 21, en lettres hébraïques, nous avons Shin. Et Shin, c'est le feu en mouvement. Très bien, donc après cette cette prise de conscience, tout à fait, que tu viens de nous rappeler, puisqu'on l'a vu en faisant le circuit déjà. Oui. Étape suivante. Étape suivante, tu arrives juste à 10 mètres de ce passage Saint-Nicolas, à un croisement, il y a la rue, je crois, des Poulets, ou oui, un truc comme ça en face, qui nous mène à Bellone. Sur la droite, nous avons la rue des Fripiers, et à gauche, nous avons la rue Tabora. Or, la rue Tabora, c'est la transfiguration, donc le vêtement d'or des noces. On a, on va dire, un apéro de ce que ça va être, c'est la Grand Place qui va nous le donner. Pas là c'est trop tôt, mais on a quand même une indication, voilà. Et en face, nous avons la rue des Fripiers, donc on va passer des fripiers, des fripes, nous sommes en haillons, à un vêtement, non pas un vêtement de lumière, mais un vêtement de feu. Voilà. Alors là, à partir de là... Mais c'est pas encore fait, c'est en devenir. Ah ben non, on a des indications, parce qu'on en a parlé même hier soir. C'est pour nous motiver. Absolument, voilà. À chaque figure, on a beaucoup de choses à chaque figure, en fait. Ce n'est pas telle maison, c'est ça, telle maison, c'est ça. Oui, mais ce qui compte, c'est la globalité, cette synthèse. Qu'on retrouve quand même dans pratiquement toutes les figures. Hein. La totalité du processus, il est partout. Voilà. Certes, mais nous marchons à pied dans des rues. Absolument. Nous cheminons. Et de là, nous allons vers Bellone. Alors, Bellone est un peu éloigné, mais pour Charles Bulls, Bellone faisait partie de la Grand Place. D'où une nécessité pour lui de la réhabiliter. Alors maintenant, elle est un peu coincée dans les immeubles, il y a une verrière au-dessus, bon. Mais il est resté quand même cette maison de Bellone, avec, on retrouve ces 6 archétypes, où on voit 3 matrices, Sophia, Ève, Lilith, et 3 principes alchimiques, sel, soufre, mercure. Je signale que ces 6 aspects sont en relation avec ce qu'on a vu place d'Espagne. Là aussi, nous avons 6 aspects. Et là, nous avons encore une indication. Alors, Bellone, on retrouve cette déesse de la sagesse et de la guerre. Un peu lié à Minerve, un peu lié à Pallas, Athéna, etc. Donc c'est un peu le même personnage, c'est concernant le combat intérieur. De Bellone, nous revenons et nous allons nous orienter vers le Manneken Pis, qui est l'incontournable pour pouvoir entrer de la bonne manière dans la Grand Place. On y va directement ? Alors, on passe devant la bourse.
l'ancienne bourse, mais enfin bon, c'était le bâtiment de la bourse, donc ça parle des spéculations du monde entier, voilà, de notre économie, dans l'espace-temps, ça passe par la bourse. On voit éparpiller un coq, symbole des Wallons, et un lion, symbole des Flamands, sur deux toits d'immeubles. Mais bon, c'est éclaté, c'est pas rassemblé comme sur la Grande Place. Mais enfin, voilà, c'est un avant-goût. Il y a des rues qu'on va traverser qui ont quand même une signification. Bon, tout ça est expliqué dans le livre. Et enfin, nous arrivons au croisement de deux rues, la rue de l'Étuve et la rue du Chêne. Et dans cet angle, il y a le Manneken Pis. Ce Manneken Pis, ça veut dire le petit homme qui pisse, en flamand. Hein. Donc c'est un personnage qui pourrait exprimer tout ce qu'il a accumulé comme mémoire. Donc quand on parle de mémoire, on parle d'aspect liquide. Même quand il y a des matières dans un creuset qui deviennent, qui ont un comportement aqueux, on va dire, eh bien, c'est pour aller chercher des mémoires. C'est porteur de mémoire. Tout ce qui est liquide est porteur de mémoire. La mémoire de l'eau, voilà, pour faire d'une manière simpliste. Eh bien là, qu'est-ce qu'il sort avec son pipi? Ben, il sort des mémoires qu'il a accumulées et il nous les offre. Il dit voilà où j'en suis. Et il n'a pas de vêtements, sous-entendu, j'ai rien à cacher. Il n'est pas enfant, il n'est pas adulte, ou alors il est enfant et adulte, c'est un personnage énigmatique. Et c'est cette énigme au carrefour de l'Étuve, le feu, et du Chêne, où il y avait une source, dont l'eau, eau, feu, c'est là où il y a un petit personnage qui exprime une coulée de mémoire. Mais est-ce que ce Manneken Pis, connu dans le monde entier, autant oui, il est troublant, les Japonais aiment beaucoup. Oui. Les Japonaises aussi, sont parfois un peu déçus. Par la longueur de ce qu'il présente. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le feu secret? Est-ce qu'avec l'urine, donc le sel ammoniaque? Tout à fait, oui. L'ammonium, voilà. On peut dire ça? On peut dire ça, on pourrait même, de manière globale... N'oublie pas qu'on a l'intention de travailler au fourneau. Et donc oui, bien sûr. Il faudrait que je te présente quelqu'un qui en sait plus que toi au niveau de l'alchimie. Hein. Il y en a plein. Il faut faire provision. Donc on a été au marché d'ailleurs. Ouais. Il faut faire provision de nos matières avant d'attaquer au moment où on entre dans la Grande Place par la rue du poteau... Du poteau beurre. Poteau beurre. Oui, mais ça ne se présente pas tout de suite. Grâce au mat, on ne va pas se faire piéger. Tant mieux. Voilà, grâce au Sphinx, au Manneken Pis. Hein. Donc là, alors ce que nous avons aussi sur la barrière qui le protège du public, eh ben, nous avons une magnifique rose au milieu d'une croix. Donc il y a quand même le symbole de quelque chose qui émane. Voilà. On dit qu'il y a 3 sels. Ou alors on dit qu'il y a 2 sels, mais mis ensemble, ça éveille un 3e. Voilà. Eh bien, on pourrait voir ces 2 sels comme étant les 2 poutres de la croix, et le 3e, le sel de l'harmonie, comme la rose qui pousse sur la croix, pour retrouver une explication par rapport à ce que nous voyons sur cette grille. Il y a d'autres symboles, bon, je serais incapable de les restituer tous maintenant, mais en fait, voilà, ça nous montre un état profondément humain qui donne, qui pisse, qui donne. Et à ce moment-là, il y a une indication, évidemment, on est appelé vers le feu, l'Étuve, nous avons l'eau, la rue du Chêne, puis le chêne exprime quand même quelque chose du feu secret aussi, ou d'une matière, une matière première qui contient le feu potentiel. Et on y reviendra. Oui, une matrice de feu. Une matrice de feu. Et donc là... Ou du feu. Ouais. Là, ça nous montre qu'en allant vers la Grande Place, eh bien, on se rapproche d'un processus. Mais on y va direct, là, en passant... Voilà, on y va direct, mais en vérité, on va être bloqué, si on est conscient. Donc, première chose... On est là pour, justement, faire des prises de conscience. Tout à fait. Et nous arrivons donc à la rue des Lombards. Il y a l'idée du mont-de-piété, il y a l'idée de se dépouiller. Donc, on se dépouille de quelque chose. Et on continue, nous arrivons à une petite rue qui s'appelle la rue de la Violette. Alors, c'est curieux, parce que la violette... on verra petit à petit, eh bien, c'est quand même lié à une couleur qui arrive pratiquement à la fin du processus, la pierre violette. Après être passé par le noir, le blanc, le rouge,
nous avons la rose violette. La rose noire, la rose blanche, la rose rouge, par exemple. Bon, la rose violette. À côté, nous avons la rue des Brasseurs. Il y a un hôtel là-bas où Verlaine aurait... Non, où Rimbaud aurait tiré sur... Non, c'est Verlaine qui a tiré sur Rimbaud, pardon. Et ça se passe là-bas, rue des Brasseurs. Et ensuite, la rue des Brasseurs, ben, avec la violette, ça pourrait aussi dire, de manière un petit peu... simpliste, peut-être, eh bien... pour obtenir la pierre violette, donc la pierre transmutatoire, tu vas être brassé. Voilà. Voilà. Alors on continue, on s'avance, et on voit un truc assez particulier, la seule maison qui existe en Belgique, voire en Europe, où on peut voir l'arrière... Non, pardon, non. La seule maison où il n'y a pas de rez-de-chaussée, que pour aller, il faut passer par le voisin. C'est la maison de l'Étoile. Et c'est la seule maison de la Grand Place où on peut la voir de derrière. Donc un aspect caché qui est visible là-bas. Donc c'est comme si le sphinx, le mannequin piece, qui a un côté mat, il ne faut jamais l'oublier, le mat est partout. Des fois il est plus ou moins éloigné, des fois plus ou moins près, mais ça reste quand même le personnage, l'arcane, qui nous permet de voyager avec son feu secret. Sa besace, eh bien, est remplie de feux secrets. Alors, nous avons ici la prise de conscience de quelque chose qui est caché, mais on nous le montre déjà. On nous montre qu'il y a quelque chose à l'arrière. Et il y a 2-3 petits symboles qui ont été expliqués à l'arrière de cette maison de l'Étoile. Alors il y a un gisant, et ce gisant, eh bien, c'est un peu le Christ, qui a été cloué, crucifié. C'est le sauveur extérieur. Alors, si on en reste là, et qu'on entre tout de suite dans la Grand Place, on court-circuite le processus. Quand on entre tout de suite dans la Grand Place, on se fait piéger par un sauveur extérieur, un Christ extérieur, et surtout parce qu'en face, nous avons un inquisiteur, un dominicain. Donc, dès l'instant où je ne vais pas plus loin qu'un sauveur extérieur, que je crucifie avec 3 clous, j'éveille l'inquisiteur en face. Et donc, le monde duel de l'espace-temps continue. Mais d'un point de vue concret, quand tu parles de ce sauveur extérieur, est-ce que c'est par exemple des enseignements alchimiques, un maître que l'on va suivre un peu trop facilement, par exemple? Oui, ça pourrait être ça, mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que on s'oriente sur le Christ que nous rapportent les croyances extérieures, les croyances chrétiennes qui n'ont pas été dans leur aspect ésotérique, effectivement. Et là, on nourrit non pas le Christ, mais ce qu'on croit être le Christ, c'est-à-dire un être oral, un soi supérieur, un être divin. Donc la division continuera. Donc prendre conscience de nos croyances. Prendre conscience de nos croyances, de ses limites, et qu'il faut... Vraies et fausses, oui, sur l'alchimie, puisqu'on parle de ça, oui, dans ses aspects intérieurs et opératifs, pour pouvoir se recaler sur une intériorisation, quelque chose qui va être plus authentique, plus en résonance avec nous-mêmes. Absolument. Avant d'allumer le feu. Voilà. Et là, il y a une indication grâce à notre mat, une indication comme quoi c'est l'être humain, le humus, l'humidité, c'est l'être humain qui va vivre ce processus de manière complète. Cet être humain sera toujours décalé, le véritable être humain sera toujours décalé par rapport à la perfection. On retrouve encore le décalage qu'il y avait sur le portail. Donc il y a toujours ce décalage qui nous permet de nous libérer. En fait, c'est un état de péché, dans le sens étymologique, c'est-à-dire péché, manquer le but. C'est dans la mesure où je manque le but que je peux me libérer des buts. Le Christ porte, non pas la croix comme ça, mais il porte la croix en mouvement. Et cette croix en mouvement, c'est comme s'il y avait le péché de la verticalité de l'au-delà, le péché de l'horizontalité de l'ici-bas. C'est grâce au fait qu'il est dans le péché, d'ailleurs on dit il porte les péchés du monde, c'est grâce au péché du monde, la prise de conscience que nous sommes dans un état de péché, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au but assigné par les pouvoirs, les gourous, les maîtres, les dieux, etc. Et nos désirs aussi. Nos désirs aussi. Oui, mais qui sont inoculés par toutes nos croyances. Voilà, donc prendre conscience de nos égrégores, de notre astral, de notre mode de fonctionnement qui est à 99,999%
prisonnier de l'espace-temps. Donc il faut se libérer, avant d'attaquer, d'allumer le feu, Oui, tout à fait. de vouloir atteindre un but. Tout à fait. À La ce pierre moment-là, philosophale, pour ne pas la nommer. voilà. Et donc là, si j'entre dans la Grand Place par la rue de l'Étoile, qui a été surnommée la rue Charles-Bulls, donc la rue du mat, on va dire comme ça, eh bien, je court-circuite le véritable processus. Donc il faut résister à la tentation d'aller boire une bière à cet instant. Sur la Grande Place. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ah, sur la Grande Place, oui, oui. Oui, tout Sur à la fait. Grande Place. bien sûr. Donc on régresse, on se dit non, je ne suis pas prêt. Première tentation. Le Christ va avoir 3 tentations dans le désert. Hein. Des tentations lucifériennes. Les tentations lucifériennes, c'est quoi? C'est satanique? Non, pas du tout. C'est de s'élever dans la lumière. C'est ça, Lucifer. Hein. Donc, Et à 3 reprises. Donc les 3 tentations sont la lèvre, l'orval Et non, la duvel. Et la duvel. Oui, ou d'autres. Ou une bonne bière d'abbaye, ou que sais-je. Alors, on régresse, on va dans la rue de l'Amigo, c'est-à-dire se mettre en amitié avec soi-même. Et là, entre 2 lions cracheurs, il est question d'entrer dans la cour intérieure de l'hôtel de ville, par derrière. C'est tentant De quoi? de rentrer dans la cour intérieure de l'hôtel. Oui, mais ce n'est pas la Grand Place, c'est la cour intérieure de l'hôtel de ville. Donc Et le on y por- va. On y va. Voilà, mais avant d'y aller, il y a une indication très précieuse et qui rappelle d'ailleurs le petit passage Saint-Nicolas, eh bien c'est qu'il y a une structure de 23 pierres à droite, 23 pierres à gauche, ça fait 46, exactement le nombre de nos chromosomes, pour nous les êtres normaux, ordinaires, mais il y a une 47e pierre qui évoque la trisomie 21, qui possède 47 chromosomes au lieu de 46 comme nous. Et au niveau numérologique, Jésus, donc Yeshua, pendant un certain temps je disais Yehoshua, parce que bon, je ne suis pas très kabbaliste, on va dire, dans la connaissance, mais voilà, j'ai un ami qui m'a précisé ça. Donc Yeshua, Yod et Vav, ça veut dire Dieu, l'innommable, dans lequel on met le feu, Shin. Comment on peut mettre le feu? En acceptant ses insolubles, en acceptant d'être décalé, en acceptant d'être dans le péché. C'est le péché qui est le feu. Et c'est ce péché, ce manque de but dans l'espace-temps, qui va remettre l'espace-temps au bon endroit. Et là, eh bien, nous avons Yod et Shin, le feu en mouvement, Vavé, ça donne Yeshua. Donc c'est par Jésus, ce qui va plus loin que le Christ est figé sur la croix. Le Christ nous permet de rassembler des mémoires qui vont au-delà du soi supérieur. Et au niveau de la physique, eh bien, c'est la période de l'inflation qui est avant l'expansion de l'univers. L'expansion, ça c'est luciférien et satanique, c'est la dualité. Hein. Par contre, ce qui va plus loin, c'est l'inflation. C'est le Christ qui porte sa croix, et pendant son cheminement, il va rassembler toutes des mémoires d'au-delà de la physique quantique. Et ensuite, le Christ qui est fixé sur la croix, c'est la contraction. Et ça, c'est le début de l'univers. Et ensuite vient la transfiguration, le passage du Christ à Yeshua. Donc là, on est dans ce travail intérieur, Absolument. indispensable avant de démarrer. On est toujours dans ce... Donc Oui. quelle prise de conscience on a faite, Oui. là? Comment? Quelle prise de conscience on a eue, là? De l'importance de ce que nous sommes. De la grande importance de ce que nous sommes en tant qu'être incomplet. En tant qu'être dans le péché. En tant qu'être qui a été catalogué être dans l'erreur, décalé, alors qu'en vérité, c'est ce décalage qui... Le pécheur qui n'ira pas au but. Voilà, qui n'arrive pas au but exactement, Pas au but, pardon. et c'est ça qui le protège de toutes les sirènes de lumière de l'au-delà, des couches orales, etc., des 7 couches de l'aura, qui cachent les 7 couches du microcosme, hein. Et ces 7 couches orales, on va les retrouver notamment à travers les 7 périodes de la table, du tableau de Mendeleïev, par exemple, avec l'hydrogène et l'hélium comme la couche la plus proche de l'être humain, hein, avec la couleur violette. Enfin bon, c'est un autre débat, ça a été développé dans le livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, eh bien, l'être prend conscience de son importance, de cette dualité qu'on lui fait porter. Et là, c'est symbolisé par les 2 lions cracheurs, mais si on observe en hauteur, nous voyons comme si ces 2 lions, qui symbolisent souvent le cœur, ces 2 aspects du cœur, cette arythmie, voilà,
eh bien, se réconcilie et est symbolisé par un seul lion, un lion ailé qui est au-dessus. Et le portail d'entrée de cette cour intérieure, eh bien, il y a 12 aspects, plus un 13e au milieu. Donc il y a l'idée d'un 13e par rapport aux 12, d'un Christ par rapport aux 12 apôtres. Sachant qu'il y a, on dit même c'est le 13e apôtre. Et le 14e apôtre serait Marie-Madeleine. Et Jésus contient, en tant que 15e, contient tout cet ensemble qu'on peut mettre en parallèle avec la gamme des 14 diapasons avec lesquels on travaille en thérapie alchimique, par exemple. Et là, on peut rentrer sur la cour intérieure. Voilà. Et la cour intérieure est pavée de pavés, justement, de couleur chair, couleur un peu beige, comme ça. Et pour moi, ce sont tous des insolubles qui ont été jetés dans les jardins des dieux. On leur a confié pour trouver des solutions. Et les solutions qu'on a quémandées à ces égrégores, à ces hiérarchies de pouvoir, ces hiérarchies psychiques, ces anges, ces archanges, ces trônes, etc., eh bien, grâce à ça, grâce à cette énergie insoluble en nous, grâce à nos péchés, kidnappés par ces croyances, qu'on a cru bien faire, du baptême à l'extrême onction, on est manipulé, eh bien, c'est ça qui fait perdurer l'espace-temps, et donc qui nourrit l'au-delà. Donc c'est tout un parasitage qu'on est en train de prendre conscience à partir d'un rien intérieur. Bon, ceci dit, on voit dans cette cour intérieure qu'il y a une magnifique étoile. Qui est au centre, et là les pavés sont noirs. Sous-entendu, c'est dans la noirceur, dans ton ignorance, qu'il faut prendre conscience justement de cette ignorance. Et cette ignorance, elle est sainte. D'ailleurs, le mot ignorer, ignorance, démarre avec IGN comme ignis, le feu. Et est-ce qu'on peut voir une analogie avec la fameuse étoile alchimique dont parlent certains auteurs? Ce serait trop tôt pour moi. Enfin, si on va dans le déroulé, ce serait trop tôt. Mais comme on a dit, c'est un écho, un appel à cette étoile qu'on va retrouver sur la grande place. Parce que l'étoile à la fin va être en relation avec la Sophia. On en reparlera après. Et la Sophia, c'est le cœur. Or, cette étoile symbolise le cœur. D'ailleurs, c'est le cœur de la Belgique. Les mesures kilométriques se font à partir de cette étoile. Et quand on est là, c'est comme si on était devant le sphinx, en vérité. Et que le sternum commence à vibrer. Ce sternum qui commence à vibrer, et il y a peut-être encore une galerie depuis là jusqu'à la rue du Pot-au-Beurre, la rue par laquelle nous allons rentrer véritablement dans la Grande Place. Donc il y a une connexion, et l'être, en fait, lorsqu'il se positionne sur cette étoile, après avoir fait un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, on le voit bien dans la vidéo qu'on a faite. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut rentrer sur la Grande Place, maintenant? Alors, on aimerait, mais... J'aimerais. On aimerait, mais c'est la deuxième tentation, c'est encore trop tôt. On n'a pas rassemblé... Oui, ça dure, l'histoire. On n'a pas rassemblé tous nos caput mortum, ça veut dire les têtes mortes, nos insolubles. On ne les a pas tous rassemblés, on les a donnés. Mais là, à travers ce circuit, une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, ensuite, on entre un peu, une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis troisième aspect, on entre au centre, où il y a une espèce de pélican, là, eh bien, où on se positionne, et là, nous sommes en connexion très profonde par le bas, et très profonde par le haut, c'est-à-dire qu'on lève la tête, et là, c'est pratiquement, les cervicales sont à angle droit, pour visualiser le Saint-Michel là-haut. C'est pratiquement la verticale. Donc il y a une indication venant de très 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 haut, une indication qui vient de très 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 bas, et là il faut être bien accroché au niveau du cœur, voir le cœur du cœur, voir une matrice qui n'a pas chuté, que les gnostiques appellent épinoïa, et là il y a une connexion qui se fait, donc on est occupé à alimenter un feu intérieur d'une alchimie véritablement spirituelle. On n'est toujours pas au fourneau. Le creuset, il est dans ta biologie. On attend d'y arriver. Ceci dit, c'est la troisième fois donc, qu'on regarde Saint-Michel. Alors, une fois là-bas... Une fois au départ, une fois... Non, la deuxième. Une fois au départ, quand on est sur la place d'Espagne, c'est vrai. On la voit, mais quand on a démarré au pied de... Ah oui, donc, mais là, on ne l'a pas forcément regardé, je dirais.
je dirais la première fois, ou alors on l'a regardé dans une inconscience totale, enfin bon, peu importe. Hein. Peu importe, oui. Voilà. Donc là, ici, tu es devant la triple allégorie, et là on retrouve trois personnages, le peintre, l'architecte et le sculpteur. Et trois personnages en dessous. Hein. On retrouve ces 6 personnages ici. Le 7e étant le mat, en vérité. Voilà. On pourrait voir le 7e comme étant le mat. On pourrait voir ici Sophia, Ève, Lilith, sel, soufre, mercure, mais au milieu, nous avons la matrice qui n'obéit pas à l'espace-temps, qui est Epinoia. C'est la matrice non chutée dans l'espace-temps, qui nous trouble. Hein, c'est elle qui nous rend, qui nous place dans le saint péché. Le péché saint. Un mécontentement saint, S-A-I-N. Et est-ce que c'est cette matrice que l'on va chercher à incorporer dans nos matières, dans tout le travail du grand œuvre, et qu'on va retrouver dans la pierre philosophale, qui est censée nous libérer? Oui, oui, notamment, on en reparlera, à travers la terre adamique lavée de ces sels solubles. Donc elle va être vraiment un édifice furieusement insoluble, et qui va servir au 3e œuvre. Donc le soufre fixe, bien fixe, on peut dire Ouais, ça comme ça. incontournable, on ne peut pas faire sans. Hein. On tourne autour, mais parce qu'il est là. Alors, nous entrons sous le porche, qui est vraiment en dessous de cette flèche. Et là, nous avons 2 parties. Une, si on tient compte de l'homme en tant qu'arbre alchimique, eh bien, nous avons ici une séparation entre au-dessus de la décussation pyramidale et en dessous de la décussation pyramidale. Quand on entre, eh bien, il y a 8 aspects, et quand on va de l'autre côté, il y a 5 aspects. Ça fait 13 en tout. On retrouve nos 13 fréquences alchimiques, 12 plus 1. Et ici, nous avons 12 fréquences et une 13e qui est là. Hein. Et il y a même un personnage qui apparaît, qui lui serait dans la 14e fréquence, liée à Marie-Madeleine. Nous l'appelons la statue cachée. Hein. Nous avons une statue là-bas que peu de gens voient, parce qu'elle est dans l'obscurité, elle est tout en haut, il faut vraiment avoir la lampe de poche en général, si le portail n'est pas ouvert, d'autant plus. Eh bien, nous avons tout un arbre de séphiroth. Sous-entendu, si vous voulez travailler, accepter toute cette cabale, hein, toute cette connaissance qui a passé par les Juifs. Hein. Donc il y a toute une magnifique connaissance, une magnifique sagesse avec l'arbre des séphiroth, qui est un arbre alchimique. Et nous verrons que, selon les 3 œuvres, nous avons 3 arbres alchimiques, avec des indications différentes, selon que c'est l'arbre de la généalogie, du psychisme ou de la biologie. L'arbre de la ténèbre, l'arbre de la lumière, l'arbre de feu, que nous avons résumé avec un seul arbre ici. Est-ce qu'on peut dire que ces 3 arbres résument tout le processus alchimique opératif? Tout à fait, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, et puis l'œuvre au violet, on va dire comme ça, elle est contenue dans l'arbre de feu. Nous avons ces 3 posters, d'ailleurs, ici, je vais vous les montrer. Nous avons ici, bon ça résume les 3 arbres. Voilà l'arbre de la ténèbre, avec 22 arcanes, plus 2, ça fait 24. Nous avons donc 24 figures sur la grande place. Ensuite, l'arbre de la lumière, là nous en avons 10. Et puis l'arbre de feu, là il n'y a plus d'arcanes du tarot, c'est que des matrices et des principes alchimiques, qui sont aussi ailleurs. Mais ces 3 nous donnent en thérapie la possibilité de voir qu'en vérité il y a 3 clients qui viennent nous voir. Il y a 3 patients, il n'y en a pas qu'un. Oui, tu développes tout ça le long en large dans tes cours, dans tes formations. Hein. Oui, et puis il y a aussi la vidéo que nous avons filmée concrètement avec les diapasons, les filtres, etc. Bon, voilà. Oui, le cours complet de spagiothérapie. Voilà. Un résumé de toute ton approche philosophique et pratique. Voilà, et pratique. C'est important qu'il y ait cette pratique. Parce qu'on parle souvent de connaissance, la gnose, la connaissance, oui. Mais la connaissance, il faut aussi la mettre en pratique. Alors justement, nous sommes à 1 mètre ou 2 de la grande place. Exactement. Et on n'y entre pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt, pourquoi? Parce que il est question de se dire, mais tous ces insolubles, comment je dois faire?
Parce que ce sont ces aspects insolubles qui ont été jetés pendant des vies, dans le jardin du voisin, dans le jardin de la religion, dans le jardin de la science, enfin, on les a toujours donnés au gourou. Et du coup, ça crée des égrégores puissants, avec ces énergies vitales qui nous dépossèdent justement de la possibilité de faire notre alchimie intérieure. Alors on fait une alchimie qui détourne par des rituels, des prières, etc. Tout un cirque. Donc là, on régresse, il y a un retournement, on remet les pieds sur l'étoile pavée, l'étoile noire, là, et là, nous sommes comme poussés par Saint-Michel là-haut, au niveau de la nuque. Hein. Il y a l'idée quand même de nous pousser. On voit deux fontaines qui, extérieurement, symbolisent les Wallons et les Flamands, c'est-à-dire la Meuse et l'Escaut, comme deux fleuves. Donc il y a quelque chose d'un conflit fondamental, et pourtant ils sont toujours dans le même pays, bon, grâce à Bruxelles d'ailleurs. Et là, c'est un peu comme si elle disait, voilà, il faut que je me donne des outils pour affronter, pour transmuter ces oppositions éternelles. Mais justement, cet outil, est-ce que ce n'est pas justement le processus alchimique en lui-même? Absolument, tout simplement. Et peu importe de quelle manière on y arrive, mais un processus alchimique, il n'est pas relié à l'au-delà, parce que ça, c'est le conflit assuré, hein, au psychisme. Non, il faut que ce soit relié au spirituel. Le spirituel, ce n'est pas le psychisme, c'est la grosse confusion. En fait, on est toujours dans la dualité. L'ici-bas, l'au-delà, la matière et l'esprit. Pas du tout. L'au-delà, c'est de l'âme, c'est de l'animation. Ce sont des animaux, des divins qui animent la matière. Voilà. Et la matière nourrit ces égrégores, ces spiritualités. Alors qu'en vérité, l'ici-bas, c'est le corps, l'au-delà, c'est l'âme, et entre les deux, il y a l'esprit, avec du feu et de l'eau. Et c'est à ce niveau-là que commence, après le premier œuvre, l'œuvre noire, le deuxième œuvre, l'œuvre blanc, nous avons le troisième œuvre qui débute en allant chercher des mémoires grâce à l'aspect Christ. Sinon, l'ici-bas, c'est Ahriman, Satan. L'au-delà, c'est la lumière, Lucifer. Ils sont tous dans la lumière maintenant, hein. Que ce soit les physiciens, que ce soit les religieux, les spiritualistes, ils sont tous dans l'énergie. Bon. Mais entre les deux, il y a une faille. C'est dans cette faille qu'on retrouve l'importance de l'être humain qui est apparemment dans le péché. Qui est dans le péché. Donc c'est ce que nous avons pris conscience, oui, sur cette étoile, enfin sur cette tout à fait, cette étoile cour intérieure oui, de l'hôtel de ville. Oui. Et qui correspond à notre sternum. Donc il y a un sternum qui vibre. Tout à fait. Évidemment, cette promenade que nous faisons, ce pèlerinage, ce voyage alchimique préparatoire, il est évidemment en nous. Ben bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. On essaye de voir. De décrypter, oui. Alors, on sort de cette cour intérieure et nous voyons un mascaron lunaire, un personnage assez énigmatique. Ça, sur la droite. Ah, absolument, sur la droite, et qui est au carrefour de la rue de la Tête d'Or, où il y a 6 maisons. Ça évoque la tête, 6, c'est-à-dire les 6 couches du cerveau. On retrouve cette idée de cette sextuplicité. Bon. Il y a la rue du marché au charbon. Ça sous-entend c'est avec le charbon qu'on peut faire de hautes températures au fourneau. Nous arrivons donc de la rue de l'Amigo, être en amitié. En amitié avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue du marché au charbon? Il y a un commissariat de police. Donc il y a l'idée de se policer, d'obéir à un ordre. Hein. Et il y a enfin la rue des Pierres, sous-entendu, il y aurait plusieurs pierres. En vérité, c'est faux. Ça peut être un piège. Mais cet ordre, c'est pas justement obéir à un ordre, c'est pas justement pour nous dire qu'il y a un processus très précis pour le grand œuvre, voilà. Et quelle que soit la voie. Oui. Maintenant, moi, j'aurais tendance, là où j'en suis en tout cas, bon, à privilégier quand même la voie sèche que je fais avec un petit groupe d'amis. Oui, mais là, il y a un protocole bien précis. Tout à fait. À suivre, à retrouver déjà. À retrouver déjà, oui, déjà à retrouver. Pas dans le domaine public. Et là, bon, moi, personnellement, j'y serais pas arrivé tout seul. Non, non. C'est compliqué. Bon, j'ai travaillé un petit peu la voie du Cinabre, par exemple, qui est très intéressante. La voie du Cinabre, c'est quand même structuré. Oui, oui, oui. Ça me semble moins probant. Alors là, maintenant, on en parlera tout à l'heure. Je le vois comme étant une voie de Mercure, mais Mercure, qui est liée à la fréquence 4 dans l'arbre alchimique, ici, voilà, et orientée sur le prana divin. Or, le divin, c'est l'être oral, c'est un super parasite. Donc, cette voie dite
humide, cette voie orientale, voilà, elle est plutôt liée à des aspects religieux non libérateurs, selon moi. Mais c'est une voie que j'ai appréciée parce que je la trouvais plus accessible que la voie sèche où là, j'y comprenais rien. Et ça s'est fait petit à petit. Enfin bref, ce qui est important, à mon avis, c'est de relier ces alchimies extérieures à un moment donné à l'intérieur. Étant reliés à l'intérieur, on les relie d'autant mieux à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas privilégier l'un pour l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse dire, voilà, j'ai compris l'extérieur, maintenant je sais tout à l'intérieur. Non. La preuve que c'est compris à l'intérieur, c'est que tu le manifestes à l'extérieur. Voilà, d'où l'intérêt de, en le donnant, de ce parcours hors de la grande place que l'on fait, que tu proposes, avant d'entrer dans la grande place. C'est ça, de manière à pouvoir cueillir, entre guillemets, les personnes qui sont en recherche, là où elles sont, en se disant, vous n'avez pas perdu de temps. Personne n'a perdu du temps. Voilà, c'est déjà une alchimie intérieure, préparatoire à l'alchimie opérative. Voilà, et s'il n'y a pas cette préparation, on explose. On ne tient pas. On ne tient pas. Comme par hasard, les portes se ferment. Alors, nous sommes avec le mascaron lunaire, on verra par la suite, qui correspond à l'archétype Ève, qui est sorti par le flanc, et qui depuis nourrit un dieu, un être oral, un être de lumière. Voilà. Ça nous donne cette indication-là, et la source est tarie, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu de cette fontaine, de ce mascaron lunaire, de ce cracheur solitaire, je n'ai jamais vu de l'eau couler, comme si c'était desséché. Voilà. Bon. Alors, nous avons la rue de la Tête d'Or. La tête, c'est les caput en latin. Qui débouche sur la grande place. Oui, et ce sera la troisième tentation. Donc on n'y entrera pas, mais il faut quand même la reconnaître. Donc on s'approche. Ce qui est extraordinaire, c'est que la maison de la Tête d'Or, en fait il y a 6 maisons, mais en fait on parle souvent de la 6e, eh bien n'est pas du tout entretenue. Elle n'a pas du tout été restaurée parce qu'on ne la voit pas depuis la Grande Place. À l'opposé, nous avons la demi-lune qui n'est pas du tout restaurée non plus, alors qu'elle a son importance, tout simplement parce qu'on ne la voit pas depuis la Grande Place. Donc on a court-circuité certaines maisons. Et cette maison de la Tête d'Or, elle est sombre, comme les caput mortuum, comme les terres noires. Hein, terre noire, en grec, se dit Égyptos, Égypte. Hein. Donc il y a l'idée de reconnaître cette maison comme n'étant pas incluse dans le processus du grand œuvre, apparemment. En vérité, c'est le socle qui va nous permettre d'entrer dans notre arbre alchimique, l'arbre de la ténèbre, généalogique, mais aussi d'entrer de la bonne manière par la colonne vertébrale, et ça correspond, dans notre travail, à l'Atlas. Mais qui dit caput, ça veut dire qu'on a déjà démarré l'œuvre. Alors là, on est plutôt dans un travail de préparation. Non, on est dans un travail, oui, de préparation, mais on est dans un travail de reconnaître les caputs qui n'ont pas été utilisés de manière correcte dans d'autres vies. Donc c'est simplement tous ces pavés, on en prend plein la gueule, en quelque sorte, devant la tête d'or. On les retrouve ici. On les retrouve ici. Devant la Tête d'Or. Voilà, avec en fait, 1 plus 5, ça fait 6 maisons. On retrouve encore le sceau de Salomon, quelque part. Et il y avait, avant, de l'autre côté de cette rue, maintenant c'est l'hôtel de ville, il y avait 3 maisons. Hein? Et ces 3 maisons étaient démolies. Et on pourrait dire de manière un peu magique ou magico-occulte, ce 6 et ce 3 nous donnent 9, c'est comme s'il y avait un ermite sans H, un ermite extérieur, on va dire, qui traînait par là. Et on se demande qu'est-ce qu'il veut. Voilà. On retrouvera le véritable ermite par la suite dans le processus, notamment à la maison du Haume, juste avant la maison du roi. Mais cet ermite, c'est comme s'il nous disait, je suis seul, je porte ces maisons qui ont été détruites, et ces 6 maisons qui sont dans un état déplorable. Donc, on voit l'Atlas, la maison de la Tête d'Or, la première vertèbre cervicale, qui est la plus dénigrée, mais comme étant la plus importante pour le véritable alchimiste gnostique. Tu vois ? Alors, il faut savoir que, dans un premier temps, on pourrait voir cette grande place, on en parlera après, comme étant un déroulé de la colonne vertébrale. Depuis
depuis la Tête d'Or, hein, jusqu'à la quatrième coccygène, qui va être en relation avec Saint-Michel. Mais ça, bon, tu pourras peut-être nous en reparler après si on refait Alors, il y a 30... le protocole de on la grande refaire... place d'un point de vue thérapeutique ou intérieur. Oui, bon, on verra ça. Avant, j'aimerais que tu nous fasses dérouler d'un point de vue d'alchimie opérative. On va essayer. Pour les rares personnes que ça peut intéresser. Les rares personnes, oui, c'est dommage. Mais bon, on verra. Ce que je veux dire par là aussi, juste une petite indication, nous avons 33 vertèbres, on dit que c'est aussi les 33 ans du Christ. C'est comme ça que j'ai démarré, il y a 8-9 ans, là, pour l'étude de la Grande Place, qui m'a pris jour et nuit, pendant 8 ans. Eh bien, à peu près, cet atlas, qui est la première cervicale, on suit tout simplement le déroulé pour revenir à l'hôtel de ville, qui est la quatrième coccygène. Donc de la C1, première cervicale, à la quatrième coccygène, nous avons tout un déroulé sur 33 vertèbres. Et il y a 33 maisons. Par contre, il y a beaucoup plus que 33 en figures alchimiques. Je résume, on verra qu'à partir de la Tête d'Or jusqu'au Roi d'Espagne, il y a 7 maisons. De Notre-Dame de Paix jusqu'au Aume, il y a 7 maisons, ça fait 14. La maison du roi, où il y a pas mal de figures à l'intérieur, c'est une seule maison, ça fait 7. 7 plus 1, ça fait 15. Ensuite, 7 maisons entre la chambrette de la manne et le cerf-volant, ça fait 22. Ensuite, nous avons la demi-lune, ça fait 23. La balance, ça fait 24. Nous avons tout un regroupement dans le palais des ducs de Brabant, ça fait 25. Nous avons la maison de l'Alcembert, ça fait 26. Nous avons les... c'est ça, je ne me suis pas trompé, 22, 23, 24, 25, 26, oui. Ensuite, il y a les 6 maisons, ça fait 32. Les 6 maisons entre les 3 couleurs et la maison de l'étoile, qu'on a vu tout à l'heure, ça fait 32. Hein, plus l'hôtel de ville, comme étant une seule maison, ça fait 33. Mais à l'intérieur du palais des ducs de Brabant, ou de la maison du roi, ou de l'hôtel de ville, ben, il y a des figures à l'intérieur. Donc il y en a beaucoup plus que 33. Mais on n'y est pas encore. Non, c'est vrai. Tu vas trop vite, Tony. Oui, non, mais simplement 33, le chiffre 33. Ok.